On est arrivé limite à l'aéroport qui nous ont dit ok, on prend vos téléphones dans 2 heures et vous les récupérez que à votre retour. Et ben là j'ai mis YouTube et j'ai mis ok, comment faire du feu, comment tresser des feuilles de palmier, comment faire des nœuds. Et en réalité... Salut, bienvenue dans ce nouvel interview à la table. Aujourd'hui on va recevoir Fred pour savoir ce qu'il a pensé et ce qu'il a ressenti quand il a gagné Koh Lanta. Et puis d'abord, c'est quoi ce jeu Koh Lanta? Comment on le vit de l'intérieur? Comment on vit aussi le fait de trahir pour le jeu les personnes avec qui on avait monté des coalitions? J'ai envie de tout savoir, merci à lui d'être là. Tu as gagné Koh Lanta, félicitations. Merci beaucoup. Et je pense que tu vas faire un peu rager tout le monde, c'est-à-dire c'est la première fois que tu postulais, si je dis pas de bêtises, et tu as été pris direct, et tu as gagné direct. Ouais. Il y a eu un parcours aussi idéal que le tien ou pas? Je dois avouer que je ne me suis pas renseigné plus que ça, mais au vu des différents candidats, on voit quand même qu'il y en a qui ont insisté pour arriver. Ouais, c'est ça. Jusque-là, y a Emin de ma saison qui a fait 20 candidatures, donc sur 20 ans. Ça faisait 20 ans qu'il postulait. Il y a du 14, du 13, du 6, du 7. On est quelques-uns quand même à l'avoir fait en une fois. Et c'est plutôt plaisant. A posteriori, t'en penses quoi? Tu te dis c'est le destin, c'est un coup de bol? En fait, je pense qu'il y a beaucoup de chance. Je sais pas vraiment comment fonctionne la production. J'imagine. Les planètes sont alignées. Si ça se trouve, tu te serais inscrit un jour plus tôt. Peut-être que ta candidature n'était pas vue au même moment. Tout à fait. Indépendamment du dossier où il arrive au niveau de la pile. Et puis après, on voit qu'il y a quand même des personnalités complètement différentes. Donc je pense que voilà, la production doit peut-être définir certains traits de caractère qu'ils veulent retrouver. Et puis peut-être que je faisais pile partie de quelque chose qu'ils recherchaient. Donc beaucoup de chance peut-être. C'est une aventure. Je pense que toi, tu es bien placé pour savoir à quel point c'est un jeu qui rigole pas, entre guillemets. Mais oui, il ne faut pas oublier que pour eux, c'est aussi un divertissement. Et effectivement, s'ils prenaient 10 fois ou 15 fois ton même profil, il ne se passerait pas grand-chose d'intéressant dans l'émission. C'est ça. Tu as raison là-dessus. Ouais. C'est ça. Pourquoi tu as postulé cette année-là plutôt qu'une autre année? Alors, il faut savoir que j'étais extrêmement bigleux. J'étais vraiment myope, j'étais à -8. C'est-à-dire que d'ici, je ne te verrai même pas. J'ai une boule de chair. Impossible de distinguer quoi que ce soit. Et puis, donc, je me suis fait opérer des yeux. Puis, je ne l'avais pas fait pour le jeu ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour moi. Parce que mon rêve dans la vie, c'était vraiment de me réveiller et de voir. Parce que moi, je suis vraiment myope depuis tout petit. Donc, j'ai même pas le souvenir d'avoir été enfant sans lunettes. Ouais. J'ai donc fait l'opération et en fin de compte, je regardais l'émission, je crois que c'était en 2021. Et donc à la fin de l'émission, cette année-là, il y avait l'ouverture des candidatures. Et là, ma femme, elle me dit, mais qu'est-ce que t'attends pour postuler? Parce que tu avais déjà parlé, enfin tu regardais l'émission et tu avais déjà dit que ça t'intéressait. Parce que ça fait quelques années que je la regardais, pas de manière hyper assidue, comme beaucoup ont pu l'être. Mais voilà, je la connais depuis tout petit, j'ai vu les premiers avec mon papa. Et en fait, je me suis toujours dit que c'était quelque chose que je pourrais faire. Dans tous les aspects que tu pouvais faire, c'était ça, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui, en fait, ça me correspondait. L'aspect aventurier, l'aspect social, l'aspect sportif. Je me disais juste, c'est un truc très cool que j'aimerais potentiellement faire. Mais c'était pas non plus un rêve ou quoi que ce soit. Mais donc, quand je me suis fait opérer et que ma femme m'a dit, mais vas-y, en fait, t'as plus de... Parce qu'elle savait quand même qu'il y avait ce petit truc... on peut le faire, hein, je tiens à le préciser parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. On peut le faire avec des lentilles. Donc cette saison, il y en a plusieurs qui portaient des lentilles. Mais le soir, on enlève quand même les lentilles. Et enfin, moi, je me disais qu'il fallait quand même voir un minimum. Un truc bête, mais sur une épreuve, du sable dans les yeux avec les lentilles, c'est impossible, quoi. Donc voilà, à ce moment-là, je me suis mis, j'ai plus de frein. Donc je me dis, bon, là, sur un coup de tête, j'envoie mon courrier. Tu as fait tes photos en maillot de bain, du coup? Exactement. Parce que j'ai cliqué sur le lien un jour, moi aussi. Et quand j'ai vu les photos qui demandaient, je fais en flemme. Pour la blague, t'aurais dû le faire. J'ai pas cru dès le début, parce que je me suis dit, on est tellement... On sait qu'en moyenne, c'est 40 000 personnes. Pourquoi moi? 40 000 inscrits avant. C'est énorme. Mon année, c'était 40 000. Après, je pense que c'est la moyenne. Il y a des années où c'est un peu plus, un peu moins. Et tu dis que voilà, ils en cherchent que 20, 10 hommes, donc 10. Puis en fait, c'est tellement long, ça a duré, je crois, 7 mois entre le moment où j'ai envoyé mon courrier et le moment où ils m'ont dit, OK, Fred, tu pars. Quand ils valident ta présence, ça veut dire qu'il va falloir te libérer aussi un gros slot de temps. C'était possible? C'était organisable dans ta vie? C'était organisable. Ça, on le sait plus ou moins. De toute façon, plus on avance dans le casting, plus ils nous disent quand même que voilà, il y a de grandes chances que sur cette période, si tu pars, il faudra que tu sois libre à minima le maximum, donc 50 jours. 50 jours, c'est énorme, hein, quand même. 50 jours, en fait, il y a 40 jours de jeu. Mais après, avec
comment dire, les billets, les vols. Oui. Pour y aller, parce qu'il y a un peu plus de 2 journées de voyage, à l'aller, au retour, le temps de se conditionner, et puis le temps de redescendre à la fin. Donc voilà, globalement c'était 50 jours, mais c'était 40 jours d'aventure. La finale, elle est tournée en direct longtemps après ton retour? Alors il n'y a pas de règle, hein. Selon les années, c'est plus ou moins long. Mais là, le tournage, c'était l'été dernier. Donc ça s'est réellement passé l'été dernier, entre août et septembre. Et puis la diffusion, c'était en février cette année jusqu'à juin. Donc il y a eu à peu près 6 mois. Un sacré délai. Ouais. Quand tu as commencé l'aventure, tu t'es dit ton meilleur atout, ce serait quoi? En fait, je misais vraiment sur la polyvalence. Parce que je me disais que j'avais vraiment aucun souci d'un point de vue social. Au niveau sportif, voilà, je suis pas un sportif professionnel, mais voilà, j'ai une très bonne condition physique. Du coup, je me suis dit, bon, pas de souci de ce côté-là non plus. Je serais pas parmi les plus faibles. Et je pense que au début du jeu, ça joue beaucoup là-dessus. Parce qu'on te connaît pas trop, mais on te juge tout de suite, quoi. Et puis après, il y a l'aspect jeu et donc la stratégie. Je l'avais pas préparé, mais je m'étais dit que j'allais là-bas pour jouer. Parce que je sais que justement, y a beaucoup de gens qui vont là-bas et qui sont très... voilà, je vais garder les valeurs que j'ai dans la vie, je vais pas mentir. Et pour eux, c'est un peu une extension de la vie, Koh-Lanta. Et je me suis dit que si jamais je devais jouer là-dessus, je pourrais jouer là-dessus. T'es joueur, toi, de base, jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de rôle, tout? Ouais, tout. Et puis, je suis aussi assez compétiteur, c'est-à-dire que même si on va aller au bowling ou... Oui, c'est pas une compète, il faut que je gagne. Il faut que tu gagnes. Ouais, voilà. Je vais prendre du plaisir à jouer, certes. En général, ces profils-là sont des bons joueurs. T'es bon joueur, c'est-à-dire que si tu perds dignement... oui, par contre, je suis très fair-play. Ouais. Okay. Est-ce que tu t'étais entraîné avant de partir, genre les techniques de survie, le feu, savoir faire du feu, la cueillette, ce genre de choses? Tu avais fait un entraînement? Je sais qu'il y en a qui le font, il y en a qui le font pas du tout. Il y en a qui le font vraiment beaucoup. Moi, je l'ai pas du tout fait. Je me suis dit que je le ferais à partir du moment où je serais sûr de partir. En gros, je voulais pas m'entraîner pour rien. Ouais, je comprends. Et vu que c'était la première année que je m'inscrivais, je m'étais dit, bon, voilà, si ça marche, je vais m'entraîner, mais sinon, pourquoi m'entraîner en fait? Et donc, comme je te disais, le casting dure 7 mois. Et c'est pas hyper intensif, hein. J'avais un échange avec eux toutes les 3 semaines, 1 mois. Et voilà, en fait, quand ils me disaient que voilà, je continue dans le process, je me suis dit, ok, je continue. Et dès que j'aurai le go, je m'entraînerai. Et puis au final, j'ai eu le go 3 semaines avant de partir. Donc pour s'entraîner physiquement par rapport aux épreuves type, c'est compliqué. Et puis après, je me suis vraiment réveillé le jour J quand on est arrivé limite à l'aéroport, qui nous ont dit, ok, on prend vos téléphones dans 2 heures et vous les récupérez que à votre retour. Et ben là, j'ai mis YouTube et j'ai mis, ok, comment faire du feu, comment tresser des feuilles de palmier, comment faire des nœuds. Et en réalité, tout ce que j'ai vu, mais en last minute, ça m'a tellement aidé pendant l'aventure. T'as fait Matrix, t'as téléchargé de la donnée. J'ai téléchargé de la donnée et ça m'a tellement aidé. Ta femme, elle était heureuse pour toi ou elle a appréhendé ton départ? Parce que c'est un peu elle qui te dit, vas-y, inscris-toi, qui te pousse. Et après, elle te voit partir pour potentiellement 2 mois, quoi. Ouais, on n'y croyait pas vraiment. À chaque fois que je lui disais, bon, voilà, j'ai eu un call, ça a l'air de fonctionner, on avance. En fait, on était vraiment resté terre à terre, début jusqu'à la fin, parce que moi, je suis comme ça dans la vie. Tant que c'est pas acté, je vais pas fanfaronner. On l'a dit à personne. Il y avait vraiment que ma femme qui savait que j'étais dans ce process-là. Et en fin de compte, quand on m'a dit que je partais, je m'étais dit, ok, mais je ne savais pas combien de temps. Et t'as encore cette possibilité de pouvoir sortir très vite du jeu, donc. T'as encore cette appréhension. C'était quand même une victoire de se dire, voilà, t'es pris pour le jeu. Et après, tu commences à avoir des nouveaux stress qui se déclenchent. Tu vois. Comment je vais faire pour aller... Ça se trouve, je vais faire... Non, mais la hantise de tous les candidats. Tu vas, tu fais 24 heures. Je pars et puis voilà, je lui dis jusqu'à à peu près telle ou telle date. Si je viens pas, c'est que voilà, j'ai passé la moitié du jeu. Et du coup, c'est cool. Et là, ça devient sérieux. Mais ouais, elle a eu de l'appréhension quand même. T'as beaucoup marqué les esprits, en tout cas les personnes avec qui j'ai pu parler de toi, comme étant un des plus grands, voire le plus grand stratège qu'il y a eu dans Koh-Lanta. Tu t'es dit que la stratégie, tu la verrais au cas par cas. Mais est-ce que tu pensais qu'elle serait aussi présente, voire plus importante que le côté sportif, par exemple? Enfin, je pense vraiment que ma polyvalence a fait que je sois allé aussi loin. Parce que d'un point de vue social, je me suis très bien entendu avec tout le monde. Sur tout mon jeu, j'ai eu un seul vote contre moi. Tu étais volontaire sur le camp. Etc. Voilà, et puis d'un point de vue sportif, j'ai gagné pas mal d'épreuves. J'ai été décisif dans pas mal d'épreuves. En équipe, tout ça. Donc je pense que voilà, c'est un tout. Mais c'est vrai que l'aspect stratégique, je ne l'avais pas
autant anticiper. Ouais. C'est sur le début de l'aventure, quand j'ai commencé à être en danger, où je me suis dit, ok, faut que tu tentes ça. Et quand j'ai tenté mon premier bluff et que ça a marché, je me suis dit, mais en fait, c'est trop puissant ce truc. Ouais. C'est une arme, en fait, tellement puissante. Et en fait, tout le monde l'a à disposition, mais très peu de gens décident de l'utiliser vraiment. Pour beaucoup de participants, c'est vraiment un rêve de participer à Koh-Lanta. Donc, ils voient vraiment ça comme un peu une extension de la vie. Et du coup, ils ont peur, ils veulent plus assurer les choses en faisant attention, voilà, peut-être l'image aussi. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que tu joues avec des gens. Ouais. Donc, tu mens, ok, tu mens dans le cadre du jeu, mais tu mens réellement à des gens que tu viens juste de connaître. Donc, tu sais pas après comment ils peuvent prendre les choses une fois sortis du jeu. En fait, il faut se dire qu'ils mentent à des joueurs. C'est exactement ça. Et moi, c'est exactement le mindset que j'avais. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'aller aussi loin et de prendre autant de plaisir dans le jeu. Parce que moi, j'ai vraiment pris mon pied moi, à mentir, à mettre ces stratégies en place, à jouer, quoi, tout simplement. Ouais. Oui, on entend beaucoup dans ce genre d'émission, en tout cas dans Koh-Lanta, moi j'ai des valeurs, moi j'ai des... Mais effectivement, si tu fais une partie de loup-garou ou un jeu de rôle avec quelqu'un, ça doit commencer à devenir ridicule. Donc peut-être probablement des personnes qui n'arrivent pas à oublier le fait que ce soit une émission et qu'on va les voir jouer et qu'il y a une confusion entre qui ils sont in-game et qui ils sont dans la vraie vie, quoi. Toi, tu t'es dit, je m'en fous, mais je veux jouer, quoi. En fait, je me suis dit que je m'en foutais, mais au-delà de ça, cette confusion, le public qui regarde, là aussi, il a fait cette confusion. Bien sûr. Et je pense que ça vient du public, justement, le fait que quand tu es stratège, tu es tout de suite mal vu. Bah, c'est ça, c'est marrant parce que la version américaine de Koh-Lanta, donc Survivor, eux, c'est tout à fait le contraire. Ouais. Eux, ils sont à fond dans la strat. Et à la limite, quand il n'y a pas de strat, bah, tu jartes, quoi. C'était pas intéressant. Quand il y a eu le changement d'équipe, que tu as menti pour la première fois, je crois. Ouais, je me souviens. C'était dans ta tête à ce moment-là. Je veux bien que tu racontes. Ouais. En fait, donc j'étais chez les jaunes au départ. Et on avait fait une épreuve où finalement le perdant sortait. Et puis à ce moment-là, on se retrouve, je crois, 9 jaunes et 6 rouges. Et je pense que la prod avait prévu ce coup-là et s'était dit non, mais s'il se passe ce cas de figure-là, il faut qu'on fasse quelque chose. Ouais. Bah oui, parce que sinon c'est trop téléphoné, quoi, pour la suite du jeu, c'est trop facile. Et donc voilà, dispatch des équipes, les équipes se refont complètement parce qu'à ce moment-là, dans le jeu, je me sentais tellement bien. Je me suis dit, mais limite ça devient trop facile. Et en fait, quand il se passe ça, le destin, en tout cas le jeu, comment il a été tourné, a fait les choses, c'est-à-dire les 2 nouvelles équipes, et ben ça a été hyper bien dispatché. Okay. Donc moi je faisais partie des nouveaux rouges, et ben on était quand même en minorité les ex-jaunes, parce qu'on avait des ex-jaunes qui avaient un peu bifurqué. Bah, j'avais pas trop le choix. Soit je tentais un premier mensonge pour essayer de me libérer, soit je subissais mon aventure, quoi. Et donc je me souviens, je vais mentir à Esteban et je lui dis droit dans les yeux en lui serrant la main. Et je me dis à ce moment-là, parce que je sais qu'il va se passer ce moment-là où je vais devoir lui mentir dans les yeux. Et il ne faudra pas que j'ai le regard fuyant, il ne faudra pas que ça se voit. Donc, c'est un vrai travail d'acteur, quoi. Je ne suis pas un acteur, mais en fait, ça m'a fait rire. Il faut que tu crois à ton mensonge à ce moment-là. C'est ça, Et donc, je lui mentais, mais je continue à le regarder dans les yeux. Je lui dis, t'inquiète pas, t'inquiète, Esteban, on fait ça. Je lui serre la main et tout. Et puis, en fait, donc sur le coup, je me sentais hyper mal. Et puis, c'était difficile à faire. Justement, de mentir, en regardant droit dans les yeux, tout ça. Et puis au final, quand ça s'est passé et que ça a fonctionné, je me suis dit, mais c'est trop puissant ce truc. Ah oui. C'est juste trop fort. Et je me suis dit, je vais continuer l'aventure en jouant, tout simplement. Être bon stratège aussi, c'est savoir mettre des stratégies en place et faire en sorte qu'elles aillent au bout. Oui, c'est ça. Pour faire en sorte que ça aille au bout, tu es obligé de mentir parce que tu ne peux pas dire toute la vérité à tout le monde autrement. Et puis c'est un jeu de Highlander, il en restera qu'un. Donc à un moment donné, il y a des alliances qui doivent sauter, il y a des choses comme ça. Exactement. Mais il ne faut pas oublier que c'est un jeu où on nous demande de voter entre nous. Tu sais aussi que ton vote tout seul, il ne va pas servir à grand chose. Oui. Donc il faut que tu amènes des gens avec toi. Donc si tu amènes des gens avec toi pour voter au mérite, en fait, ça reste une stratégie. Et en fait, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que peu importe ce que tu fais finalement, y a une stratégie derrière. Toi, ça t'a impacté les commentaires négatifs tu t'y attendais, toi, en rentrant, d'avoir des commentaires négatifs sur les réseaux ou des gens comme ça qui te reprochent des choses ? Par rapport à mon aventure, comme je l'ai vécu, je pensais pas.
Sincèrement, je me suis dit, non. Après, moi, j'ai vécu mon aventure comme bon me semblait et j'ai adoré la vivre comme ça. Donc, malgré les commentaires que j'ai pu avoir, je ne regrette rien du tout. Mais c'est vrai que j'ai été surpris par la puissance de certains commentaires virulents. Enfin, faut être motivé quand même dans cette démarche de haine, de se dire, parce qu'il y a la personne qui est à fond dans le jeu. Ok, ouais, il se passe ça, ok. Et dire, oh putain, mais il est con d'avoir fait ça, lui. Ok, c'est une chose. Mais là, dire, voilà, lui, il est con. Ok, je vais aller chercher son Insta. Je vais lui écrire. Ok, t'es un con. Ah ouais, tu recevais des messages. Ouais, tu reçois des messages sur tes après. réseaux. Ouais, c'était pas, tu vois, moi là, j'étais encore dans genre la bulle Twitter. Tu tapais #Koh-Lanta. Est-ce que tu pouvais lire Twitter, j'adore, ça me fait rire. Ouais. Ça me fait rire, mais au-delà de ça, il y a des personnes qui viennent t'écrire personnellement, qui font la démarche de venir t'écrire. Et en fait, ça, je trouve ça incroyable. T'as pris du temps pour leur répondre au départ, comme s'il y avait un combat, ou assez vite t'as compris que en vrai c'est eux-mêmes qui s'inventaient un combat et qui t'avaient pas perçu qui tu étais et qu'il y avait rien à non, en fait, globalement, je trouve ça triste justement que les gens n'aient pas perçu la personne derrière le joueur. Ouais. Après, non, je me suis pas amusé à aller répondre. Je me suis dit que c'était pas la chose à faire. Et puis, quand je te parle de messages négatifs, ça représente quoi? Peut-être 2% sur les 100% de messages positifs que j'ai eus. On le sait qu'ils peuvent marquer parfois au fer rouge. Il y en a un qui m'a vraiment qui m'a secoué, qui m'a énervé, et là je me suis dit je vais répondre, je vais l'afficher ou je vais faire quelque chose, mais j'ai rien fait. Ouais. Mais il faut supprimer très vite dans ces cas-là pour pas être tenté de lui répondre, quoi. En fait, c'est juste la démarche que je trouve vraiment je trouve ça triste au final. Ça m'a énervé, ça m'a fait monter en tension, mais je me suis dit au final, mais le mec c'est triste quoi d'écrire un message comme ça. Et donc le gars m'écrit, donc mon père est décédé quand j'avais 20 ans, et il m'écrit juste va rejoindre ton père. Terrifiant. Ouais. Tu pèses tes mots, quoi. Enfin, je sais pas, tu vois. C'est un jeu, ok, tu m'apprécies pas, y a pas de souci, c'est pas grave. Mais reste tranquille, c'est horrible. Et je comprends la montée en pression, on peut que la comprendre. Ce qui est injuste dans les émotions que ça t'a fait ressentir, parce que cette phrase, elle est obscène, quoi, tu vois. Le moment où il l'écrit, lui, il s'amuse. Le moment où il appuyait sur entrée, il oublie presque qu'il a envoyé ça. Et c'est des bombes à retardement dans le temps. Et toi, tu vas recevoir ça comme s'il était en face de toi, qui venait de le prononcer, alors que lui, vraiment, tu vois, c'est vraiment très gratuit, quoi. Donc, bravo d'avoir réussi à gérer ces émotions-là, parce que ça doit pas être si simple, n'empêche. Non, mais franchement, à part celui-là, après tous les autres, je m'en fiche. On sait quand même un minimum qu'on va être mis en avant. Ouais. C'est un peu dangereux parce qu'on se dit, en entrant, on sait qu'on va potentiellement avoir une vague de quelque chose, et on ne sait pas quoi. Ouais. Je l'ai ressenti auprès de certains candidats dans leur manière d'être tout au long du jeu, qu'ils anticipaient peut-être justement les réseaux, tout ça. Ok, je comprends. Et en fait c'est dommage. C'est dommage parce que justement, quand on rentre dans une aventure comme ça, je pense qu'il faut être vraiment sans filtre à fond dans ce jeu. En fait, ils avaient une stratégie, mais une stratégie de l'après et de leur vie sociale ou professionnelle, plus que la stratégie du jeu, quoi. C'est ça. Et ok, c'est bien, c'est un parti pris, mais je trouve que ça dénature un peu le jeu, quoi. Et toi, tu l'as vécu pleinement, pas comme une émission de télé, en fait. Non. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que des fois, je me suis dit, j'ai vraiment dit ça. J'étais vraiment sans filtre, quoi. Et mes potes m'ont dit, non, mais c'est trop fort. Mais c'est marrant de te voir comme ça, parce qu'ils m'ont reconnu tout de suite. Ouais. Et je suis content de me dire, voilà, j'ai été dedans et j'ai été moi, en fait. Ouais, et ceux qui me connaissent, ils me reconnaissent. Et puis, une sorte de loup-garou géant. Quand on joue au loup-garou, on se pose pas la question de il m'a menti, il disait qu'il était villageois, quoi. Exactement. Et quand on est loup-garou, des fois on sacrifie l'autre loup-garou. C'est ça. Toi, t'as sacrifié quelqu'un, t'as sacrifié Nicolas, du coup. C'est ça. Alors, ça c'était le grand débat. Il y en a qui disent que tu as trahi Nicolas, et d'autres qui disent que c'était plutôt malin. Il y avait eu la promesse de si je vais en finale, je t'emmène avec moi. Le moment où tu lui dis ça, c'est sincère, il me semble. Mais c'est pas lui que t'as emmené en finale. Non, en fait, ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est là où on le voit peut-être pas bien au niveau de l'émission, parce que y a le montage, tout ça. Mais donc on était quatre alliés. On s'est dit qu'on s'emmenait le plus loin possible. Et après, à partir de l'orientation, advienne que pourra, parce qu'il n'y a plus de, plus de strat. C'est la base. Et en fin de compte, le dernier conseil avant l'orientation, je perds mon pote de l'aventure qui est Quentin.
Et à ce moment-là, donc, il reste que Nicolas et moi de notre alliance de 4 et face à 2 filles. Et donc, pour moi, à ce moment-là, c'est logique. Je lui dis de manière vraiment transparente et sans arrière-pensée, je lui dis bah écoute, on n'est plus que 2 dans l'alliance. Si je gagne les poteaux, je te choisis parce que c'est logique. Sans avoir pensé en fait à la finale et à l'éventuelle victoire à ce moment-là. Et lui, il me répond tout de suite merci, mais moi je peux pas dire pareil, il faut que je réfléchisse. Et donc je me suis dit attends, il faut qu'il réfléchisse, mais ça veut dire que lui il réfléchit en fait directement à la victoire et tout. Donc c'est très intelligent, c'est bien, il perd pas le nord quoi. 2 jours se passent parce qu'il y a l'orientation et donc le jour des fameux poteaux. Et 2 heures avant l'épreuve des poteaux, il me dit ok Fred, j'ai réfléchi et si c'est moi qui gagne, je te choisis aussi. Et donc dans ce cas-là, je me suis dit bon c'est cool quoi, on se choisit tous les 2 puis on est en finale. C'est trop bien. Enfin, si l'un de nous 2 gagne. Arrivent les poteaux. Et là, en fait, je monte sur les poteaux et je me dis, mais c'est trop facile comme épreuve. En fait, je me sens très à l'aise très vite et je me dis, mais je vais la gagner, cette épreuve. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, ok, il y a la finale. Et donc, la finale, les gens votent. Et là, je suis en train de me faire la finale, tout simplement. Et je me dis, qui va voter pour moi ? Qui va voter pour Nico ? Et je me dis, je vais avoir qu'une seule voix. Celle de Quentin. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, non, je peux pas. Oui, parce que c'est tous les anciens aventuriers qui... C'est ça. Votent, hein. C'est juste pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ne connaissent pas très bien les règles, c'est tous les anciens aventuriers de l'aventure qui vont choisir par les 2 dernières personnes. Donc, comme toi, tu connais tout le monde, tu peux projeter un peu qui va voter pour qui. Exactement. Il y a le côté social, bien sûr, donc ceux qui étaient plus proches de Nico ou moi. Et puis après, il y a le jeu. Et en fin de compte, quasiment toutes les personnes qu'on a sorties, c'était des stratégies qu'on avait mis en place ensemble, mais moi, je ne m'étais pas du tout caché. Ouais. Moi, j'étais vraiment stratège assumé. Moi, j'ai fait ci parce que voilà, je voulais te sortir à ce moment-là. Et à chaque fois, j'expliquais aux gens en plus. Même moi qui suis fair play, si je me retrouve à leur place, je ne voterai pas pour le gars qui m'a sorti. Ouais. Il y a eu un conseil, je sais pas, quelques jours avant où Nicolas avait gagné une immunité. Donc c'était un peu son conseil. Et donc Denis demandait un peu à tous les candidats ce qu'ils pensaient de Nico. Et Nico, il avait les ovations de tout le monde, quoi. C'est l'aventurier parfait. Je me suis dit, je ne peux pas gagner contre lui. Pour la première fois du jeu, je commence à stresser. Je stressais parce que je me suis dit, je peux pas prendre cette décision. Mais je lui ai dit que j'allais la prendre. Et donc, je me dis à ce moment-là, justement, je vais devoir... lui dire quoi, tout simplement que je peux pas le prendre. Et en même temps, je suis tellement content d'avoir eu ce moment de lucidité parce que ce qu'on voit pas à la télé, c'est que l'aspect survie, justement, le fait qu'on mange très peu, ça nous impacte physiquement mais mentalement aussi. Avoir l'esprit clair tout le temps, c'est pas facile. Avoir cette lucidité quand on est très fatigué, quand on pense qu'à manger, c'est pour ça que des fois on voit des coups de stratégie, mais on se dit mais il n'a pas vu venir celle-là. Non, il n'a pas vu venir. Il est trop fatigué. Pas normalement quand tu as un manque de nutriments et de sommeil. Ouais. Exactement. Tu es tout le temps sous tension. Tu vas entendre un mot de travers, ça va te faire monter. Et donc, c'est hyper difficile de garder cette lucidité. Et donc, je suis très content à ce moment-là de me dire, tu fais 40 jours d'aventure. C'est un jeu. On le sait depuis le début. À la fin, il n'en restera qu'un. Si tu gagnes les poteaux, il te reste une action dans le jeu pour éventuellement gagner. Ouais. Tu peux pas prendre cette mauvaise décision. Et au moment où je gagne, je me dis, c'est décidé, je peux pas le choisir. Bah oui, non, mais je trouvais que c'était bien que tu puisses nous dire ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là, etc. Est-ce que tu as ressenti et le fait que tu sois le grand gagnant de l'émission montre que c'était, encore une fois, le bon choix à faire. Tout à fait. Parce qu'on pourrait avoir une lecture très différente de tous tes choix si tu n'avais pas été le gagnant ultime, tu vois. Mais là, a priori, chaque action était bonne et était nécessaire au sens propre du terme, quoi. On parle beaucoup de ta stratégie là aujourd'hui, on en parlait beaucoup en positif ou en négatif. Je trouve que ça met un petit peu de côté quand même l'aspect sportif, où tu as été brillant. Comment tu l'as vécu, tout ça ? Dès la sortie du jeu, la toute fin, on m'a tout de suite catalogué comme étant grand stratège et puis un stratège qui gagne l'émission. Ouais. Mais on oublie que justement, il y a eu ces victoires en individuel qui ont été décisives. J'ai gagné la dernière immunité qui m'a permis d'arriver en finale à l'orientation. Puis après, j'ai gagné les poteaux. Et puis, parce que si tu n'avais pas eu cette immunité, tu aurais peut-être pu sauter ce soir-là. Je pense.
Et je pense que ça jouait entre Ouais. Quentin et moi justement ce jour-là. Donc voilà, j'ai eu des victoires décisives. Puis sur la première partie en équipe, je pense avoir été quand même assez moteur dans les différentes épreuves. Mais c'est vrai que le public garde vraiment la dernière image qu'on va laisser. Ouais. Et donc la dernière image, c'était ce coup stratégique. Ouais. Ok, si c'est comme ça qu'ils veulent le voir, ben... Toi, t'es fier de toi? Moi, je suis très fier de moi, aussi bien sur l'aspect sportif que sur l'aspect strat. Et... Tu faisais d'autres sports à côté avant? Est-ce que tu as déjà fait, par exemple, je sais pas, du running, des marathons, En fait, j'ai fait 10 ans d'arts martiaux. Okay. J'ai fait du kung-fu, du taekwondo, de la boxe thaïlandaise, du MMA, et à chaque fois en compétition amateur. Du coup, ma question, elle n'était pas anodine. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'en rentrant, donc tu prends l'avion, tu rentres, alors on ne sait pas encore si tu es l'ultime vainqueur ou pas, mais est-ce que déjà d'avoir fait toute l'aventure en entier t'éprouve la même chose que quand tu peux gagner une médaille ou un tournoi en sport? Ouais, c'est une fierté et je crois que le moment où je l'ai vraiment plus ressenti, c'était pas forcément dans l'avion au moment du retour, mais c'était plus au moment où j'arrive à enfoncer ce poignard aussi à l'orientation et que tu sais que tu vas aller à la dernière épreuve, donc que tu as fait tout le jeu. Ouais. Donc pour moi c'était un cap très 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 symbolique. Ouais, tu vas pour jouer une aventure et aujourd'hui combien d'aventuriers me disent voilà, j'aurais trop aimé faire les poteaux. Le gagner ou pas, mais le faire. Et donc le faire, en fait, faut déjà imaginer tout ce qu'il faut pour arriver jusqu'à cette épreuve. Faut la mériter, cette épreuve. Cette fierté-là, je l'ai ressentie à ce moment-là. On arrive du coup, à la fameuse épreuve des poteaux. Tu te sens comment avant l'épreuve? Physiquement, mentalement? Alors, avant l'épreuve, je me sens pas au top parce que la veille... tu t'étais blessé le pied. Ouais, je me suis blessé. Donc, tous les soirs, on se réveille 1001 fois dans la nuit parce qu'on dort pas bien. Et donc, à ce moment-là, je me lève, je me dis, bon, je vais jeter un œil au feu. Et puis, en fin de compte, je marche sur comment dire, une racine qui était tranchante et je m'écorche vraiment un gros morceau de chair. Et là, je me dis, mais comment est-ce possible? C'est pile poil l'endroit en plus où on s'appuie sur les poteaux. C'était sur le côté du pied. Là, mais... Donc, dans la nuit, je me suis dit, mais non, pas la veille des poteaux. C'est pas possible. Je me blesse pas de toute l'aventure et la veille des poteaux. Et donc, forcément, le reste de la nuit, je fais que de cogiter. Donc, j'ai très peu dormi. On arrive sur l'épreuve, donc on doit marcher d'abord, se mettre dans l'eau avant de monter. Donc, déjà, mettre dans l'eau salée sur la plaie, ça réveille. Et puis après, se mettre sur le poteau, j'étais pas serein du tout, quoi. J'étais très fatigué du fait de ne pas avoir dormi, donc j'ai dû mordre les poings tout au long de l'épreuve pour rester éveillé et comment dire, concentré à fond. Parce que, en fait, le moindre coup de vent, et il y avait beaucoup de vent ce jour-là, pouvait nous déstabiliser. Et si on n'est pas à chaque fois aux aguets à 100% sur toute l'épreuve, c'est compliqué. Et puis, une chose qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que cette journée-là, c'était une grosse symbolique parce que la date de l'épreuve des poteaux, c'était l'anniversaire du décès de mon père. Comme tous les matins, il y avait l'un de nous qui allait faire un petit point sur un arbre pour marquer le nombre de jours. Et ben, j'ai mis ce dernier petit point des 40 jours sur la date et je me suis dit, ok, bon, est-ce que ça va me porter chance? Qu'est-ce que ça va... Et au final, je me suis beaucoup appuyé dessus et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Je t'avais entendu dire qu'à un moment donné, t'as limite cru voir ton père pendant que t'étais sur les poteaux. Ouais, c'est très bizarre parce que je crois pas forcément tout ça. Et donc je m'étais dit, bon allez, je fixe un point au loin et après je pense que c'est un mélange de tout parce que justement il y avait ça. Il y avait dans mon esprit cette date qui était hyper symbolique. Je me suis dit que je voulais pas perdre non plus sur cette date-là. Et je m'étais dit en plus que si je gagnais à ce moment-là, ça pourrait donner un côté positif à cette date qui est très 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 triste pour moi. Et puis vu que j'étais très fatigué aussi, je me demande si au bout d'un moment, tu sais, tu te mets pas à halluciner, parce que je me mordais vraiment fort pour me réveiller exactement. Et donc par moment je me disais au loin, mais c'est marrant, on dirait une silhouette et on dirait mon père. Et je pense que c'est un mélange de tout ça, toutes ces émotions. Et puis on est tellement, encore une fois, poussé à bout, manque de nourriture, fatigue, tout ça. Donc je pense que tout ce mélange fait que on peut voir tout ce qu'on imagine en fin de compte. Mais que l'explication soit rationnelle ou irrationnelle, ça t'a donné de la force à ce moment-là. Ça m'a donné de la force, clairement. Tu l'as vraiment accompagné, ton père, si je dis pas de bêtises, t'as même
embrasser l'habit du moine bouddhiste pour aller au bout avec lui. Donc c'est pas rien quand même. Ouais. Quoi. C'était il y a 13 ans, c'est ça? Ouais, c'était il y a 13 ans, j'avais 20 ans. Et en fait, à ce moment-là, à 20 ans, on est tout juste majeur. Et à 20 ans, perdre son père, de qui on était très proche, c'est la fin du monde. Ouais. J'ai mis énormément de temps à m'en remettre. Et puis en plus, quasiment le lendemain, ma mère me dit, est-ce que tu veux faire ça pour ton père, devenir moine pendant le temps des obsèques pour accompagner en fait cette transition entre guillemets. Et en fait moi il y avait même pas de question quoi. C'était oui, je le fais. Moine bouddhiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire se raser le crâne, les sourcils, aller au temple, prier. Et en fin de compte, moi je savais pas ce que c'était d'aller au temple et prier. Et moi qui croyais pas en grand chose, qui crois pas en grand chose de manière générale, même si je suis bouddhiste parce que mes parents le sont. Par filiation. Ouais. Voilà, exactement. Et en fin de compte, il y a je sais pas comment on peut l'appeler, le plus ancien des moines qui m'explique à ce moment-là, quand il me voit en train de complètement effondrer en fait au temple, il me dit c'est pas bien ce que tu fais parce que pleurer ça va pas aider ton père à partir. C'est de l'énergie négative. C'est exactement ça. Et en fait, pour ceux qui croient ou pas au monde de l'au-delà, tout ça, c'est que admettons qu'on a une âme en suspens. Et si cette âme est trop attachée à ce qui se passe encore ici, elle va pas pouvoir aller continuer sa vie ailleurs. Et donc ces émotions négatives peuvent justement empêcher. Là, je vais donner une image, mais si mon père il voit que tout le monde est trop triste là, il va peut-être vouloir rester là pour nous consoler ou quoi que ce soit. Et donc à ce moment-là, ce moine me donne une image extrêmement forte, extrêmement puissante. Et il me dit non, tu dois avoir que des pensées positives, tu ne dois pas pleurer pour ton père, et ce jusqu'au jour de l'enterrement. Tout ça. Quand il me dit ça, j'ai du mal à le digérer encore, je continue à être complètement effondré pendant 2-3 jours, et puis finalement j'ai eu le temps de digérer. Et puis à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de très bizarre, c'est qu'en fait j'ai essayé il essaie de me donner des conseils, il me dit essaie de penser qu'au moment de bonheur avec ton père, des souvenirs tout bêtes où vous avez pu rire ensemble, passer des bons moments. Et en fait c'est comme si mon cerveau se mettait en mode défense et qu'il ne voulait pas accéder à ces souvenirs pour peut-être pas me faire du mal. Et moi je devais accéder à ces souvenirs pour pas fondre. Et jusqu'à aujourd'hui j'ai encore du mal en fait quand j'essaie d'avoir des souvenirs très positifs de mon père, j'ai encore du mal en fait. C'est un peu emmuré quoi. Ouais, c'est très particulier. J'ai 2-3 images, mais j'ai pas 20 ans d'images. Ouais. Alors que je devrais avoir 20 ans d'images. Et au final, on arrive le jour de l'enterrement et j'arrive à faire le nécessaire malgré toute la famille, mes proches, ma mère, mes frères et sœurs qui étaient complètement en larmes, à rester limite stoïque, limite avoir le sourire en coin en me disant voilà papa, vraiment je vais t'accompagner. Je vais faire ce qu'il faut pour que ça marche et avoir du coup les 2-3 mini-souvenirs que j'ai réussi à capter vraiment en tête toute la journée, quoi. Dans la vie d'un homme, une épreuve comme ça, notamment à 20 ans, ça impacte très profondément. Ouais, et puis nous, ça nous donne une clé aussi pour bien comprendre en quoi cette date identique haut du poteau a de l'importance, tu vois, parce que c'est pas que le départ de ton papa, c'est tout ce que ça englobe aussi. D'ailleurs, ton père était apparu à un autre moment durant l'émission, il me semble. Tu avais rêvé de lui. Ouais, j'avais rêvé de lui. C'était pas quelque chose de commun pour toi de rêver de lui, quoi. Ouais, en fait, dans la culture asiatique, on dit que quand on ne rêve pas d'un proche qui est décédé, c'est que ce proche ne pense plus à vous. Et c'est très 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 bizarre, mais donc là ça a fait 14 ans que mon père est parti. Et en 14 ans, j'ai dû rêver 5 fois de mon père. Donc c'est hyper... c'est très... Et donc quand ça arrive, ça impacte énormément. Et en fin de compte, la veille de l'épreuve d'immunité qui m'emmena à l'orientation, j'ai rêvé de lui. Et boum, tu gagnes derrière. Et boum, je gagne derrière. Et non, mais c'est bon. Encore une fois, on parle de croyance spirituelle ou pas, mais l'assemblage des choses est assez rigolo pour montrer encore une fois à quel point... tout ça fait sens quand tu es en haut des poteaux. Tu es resté combien de temps sur les poteaux ? 1h30. 1h30 parce qu'au bout d'une heure 30, on a enlevé la deuxième clavette. En fait, c'est les poteaux où il y a 3 clavettes, faire en sorte que la surface se réduise. Ouais.
Et à la deuxième, les 2 autres sont tombés. Ok. Donc on n'a même pas eu l'opportunité d'aller jusqu'au bout. Et ma dernière question, c'est du coup, tu as vécu un truc que je rangerais dans la catégorie des jeux ultimes quand même, tu vois. On vit des émotions très fortes sur les jeux de société externes, mais on ne met pas sa santé à l'épreuve et on ne repousse pas tout aussi loin. Ça peut marcher que dans le cadre comme ça d'une émission. Est-ce que tu as envie de refaire un autre jeu télévisé, une autre émission télévisée comme ça, ou c'est un truc, ça t'a pas trop traversé l'esprit ? Je suis joueur, donc en fait s'il y a un jeu qui m'intéresse, j'irai pour le jeu, pour le plaisir et puis pour l'aspect sportif aussi. Tu l'as bien souligné, ce qui a été vraiment incroyable dans cette expérience de Koh-Lanta, c'est le fait que, encore une fois, on est tout le temps poussé à bout. Ouais. On a tout le temps faim, on dort pas beaucoup, donc tout est décuplé. Le fait qu'on soit coupé du monde aussi. Et combien de fois on a vécu des hauts et des bas entre le moment où on perd une épreuve, entre le moment où on gagne une épreuve, on a l'impression que notre monde se résume à ça, mais c'est tellement puissant. Et je dirais même que rarement j'ai vécu des situations aussi intenses, que ce soit dans le positif comme dans le négatif, pendant cette aventure. Et voilà, c'est ce qui a rendu l'expérience unique. Donc, même à refaire le Koh-Lanta, je le referais parce que je suis un joueur. Et ce serait un peu remettre ma ceinture sur la table. Donc, je le ferai. Merci beaucoup. Merci à toi, Fabien. Merci à Fred pour sa générosité. Vous pouvez aussi retrouver les épisodes des interviews à la table, parfois en version longue, sur le podcast. Je vous mets le lien dans la description. À très bientôt. Ciao.